Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Diffusés tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, d'août à juillet, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par François Connac avec Philippe Carminati et Yvan Charby à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Jeanne-Marie Roux, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle que vous retrouverez comme tous les jours à 10h50 pour la suite d'une conversation avec David Camus, le petit-fils d'Albert. C'est la suite ce mardi d'une semaine sur Albert Camus, donc dans les nouveaux chemins de la connaissance, la deuxième semaine de l'année que nous consacrons au grand écrivain philosophe Albert Camus. Avant d'entendre demain Bernard-Henri Lévy parler de Sartre et Camus, après avoir discuté des noces d'Albert Camus, c'est aujourd'hui Agnès Piquel qui préside la Société des études camusiennes, qui est notre invitée, Agnès Piquel, qui va tout simplement, pour vous, se promener dans l'œuvre romanesque d'Albert Camus. La mode aujourd'hui est de considérer que mal écrire est une condition pour bien penser. C'est un principe qui n'est pas le mien, je le dis sans hésiter. Et je trouve d'ailleurs qu'avant de faire le procès du style, il convient que les écrivains fassent leurs preuves. Ensuite, ils pourront le faire. En tout cas pour moi, en dehors du style et de la composition, il n'y a pour moi que des écrivains secondaires. Des polygraphes, des tâcherons qui peuvent être utiles dans leur métier, dans leur recherche, mais qui, en tant qu'artistes, restent au second plan. J'ai, en ce qui concerne La Peste, travaillé assez profondément la composition de ce livre, d'une part, parce que ce livre demandait une composition, et je vais dire laquelle, et d'autre part, j'ai travaillé aussi à ce que cette composition fût invisible. En ce qui concerne le second point, j'y ai assez bien réussi, car je n'ai vu nulle part signaler ce que je vais vous dire. La Peste, pour le résumer grossièrement, est l'histoire d'une épidémie qui s'abat sur une ville où des gens qui vivaient individuellement, de la manière la plus banale et la plus simple, sont peu à peu entraînés dans cette épidémie, dans cette tragédie collective, et finissent par ne faire qu'un amalgame, enfin, sous la domination de la maladie. Et ensuite, la maladie recule, et peu à peu, ces individus reprennent leur activité comme ils peuvent. J'ai immédiatement pensé qu'il fallait avoir, en somme, deux styles. L'un qui aurait concerné justement les actions individuelles, et l'autre, au contraire, qui aurait concerné la tragédie collective, l'établissement du fléau. Et vous constaterez que La Peste est composée de 5 parties. La première est écrite dans le style que je dirais individuel. Ce style individuel retrace les aventures des citoyens d'Oran et les montre évoluant dans leur univers naturel. Dans la deuxième partie, La Peste est déjà arrivée. Elle n'a pas encore fait son travail d'amalgame. Vous trouverez donc dans la deuxième partie les deux styles. Le style individuel plus un style propre à retracer les étapes de la maladie. Dans la troisième partie qui est au sommet du livre, La Peste règne sur la ville. Immédiatement, le style individuel disparaît et on ne trouvera que le style collectif dans cette troisième partie. À partir du moment où La Peste recule dans la quatrième partie, au contraire, le style individuel commence à faire son apparition et à la fin du livre, c'est lui qui s'imposera puisque La Peste est partie. Et vous vous souvenez peut-être que le livre se termine sur l'image d'un homme seul dominant la ville et se livrant à une méditation solitaire. Il y a donc là, dans la composition du livre, un entrelacement extrêmement étroit des deux styles qui me paraissait convenir à l'intention du livre et à son sujet à proprement parler. Le docteur serrait avec force la barre du lit où gémissait l'enfant. Il ne quittait pas des yeux le petit malade qui se raidit brusquement et, les dents de nouveau serrées, se creusa un peu au niveau de la taille, écartant lentement les bras et les jambes. Du petit corps, nu sous la couverture militaire,
montait une odeur de laine et d'aigre sueur. L'enfant se détendit peu à peu, ramena bras et jambes vers le centre du lit et, toujours aveugle et muet, parut respirer plus vite. Rieux rencontra le regard de Tarou, qui détourna les yeux. Ils avaient déjà vu mourir des enfants, puisque la terreur, depuis des mois, ne choisissait pas. Mais ils n'avaient jamais encore suivi leur souffrance, minute après minute, comme ils le faisaient depuis le matin. Et, bien entendu, la douleur infligée à ces innocents n'avait jamais cessé de leur paraître ce qu'elle était en vérité, c'est-à-dire un scandale. Mais jusque-là, du moins, ils se scandalisaient abstraitement, en quelque sorte, parce qu'ils n'avaient jamais regardé en face, si longuement, l'agonie d'un innocent. Justement, l'enfant, comme mordu à l'estomac, se pliait à nouveau avec un gémissement grêle. Il resta creusé ainsi pendant de longues secondes, secoué de frissons et de tremblements convulsifs, comme si sa frêle carcasse pliait sous le vent furieux de la peste et craquait sous les souffles répétés de la fièvre. La bourrasque passée, il se détendit un peu. La fièvre sembla se retirer et l'abandonner, haletant, sur une grève humide et empoisonnée où le repos ressemblait déjà à la mort. Quand le flot brûlant l'atteignit à nouveau pour la troisième fois et le souleva un peu, l'enfant se recroquevilla, recula au fond du lit, dans l'épouvante de la flamme qui le brûlait, et agita follement la tête en rejetant sa couverture. De grosses larmes, jaillissant sous les paupières enflammées, se mirent à couler sur son visage plombé. Et, au bout de la crise, épuisé, crispant ses jambes osseuses et ses bras dont la chair avait fondu en 48 heures, l'enfant prit, dans le lit dévasté, une pose de crucifié grotesque. Agnès Pickel, on a dit pique-pendre de La Peste au moment de sa parution. On a dit que c'était un roman didactique, un peu ennuyeux, en un sens presque professoral, une parabole limpide sur le nazisme, la peste brune. Camus lui-même, d'ailleurs, en un sens, reprenait à son compte ses intentions, mais dire tout cela, c'est faire peu de cas des pages sublimes, déchirantes qui s'y trouvent, et en l'occurrence dostoïevskienne. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Effectivement, Camus veut dire quelque chose sur le nazisme, mais c'est bien au-delà. Il veut se coltiner, excusez-moi la familiarité, se coltiner avec le mal et montrer les hommes en train de souffrir. Et le pire, un enfant qui souffre. Et il s'agit pour lui vraiment de faire passer l'expérience très concrète que c'est d'être malade, mais aussi d'être enfermé, d'être séparé de ce qu'on aime, puisque la ville est enfermée. Qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce que c'est que l'espace quand on n'a pas d'avenir et que l'on est face simplement à cette mort que presque tous peuvent considérer comme inéluctable. Donc c'est un livre concret. Hein, et tout le travail dont il parlait tout à l'heure sur l'écriture, quand il dit collective, c'est pas des abstractions, hein, c'est collectivement la souffrance, et alors de temps en temps des visages souffrants. Vous dites que ça n'est pas une abstraction. Dans le texte que Georges Claes vient de lire, on va entendre beaucoup de textes de Camus ce soir, puisque l'objet de cette émission et de cette conversation, c'est de donner Camus à lire et de donner envie de le lire. Et dans le texte que Georges Claes vient de lire, Camus dit notamment ceci: il se scandalisait abstraitement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement l'abstraction d'une douleur qu'on peut penser en théorie et sur laquelle, à cet égard, on peut donc élaborer des théories. Et puis, la réalité concrète, frappante, insupportable, insoutenable, inoubliable, blessante, au sens où l'on est blessé des douleurs qui nous sont épargnées, puisqu'en l'occurrence, Rieux et Tarou regardent l'enfant souffrir, mais eux-mêmes ne sont pas atteints du mal dont souffre l'enfant. Cette expérience, donc, que Camus décrit quand il dit qu'il n'avait jamais regardé en face si longuement
l'agonie d'un innocent. Il y a chez Camus constamment, et on va retrouver ça d'ailleurs dans le deuxième texte qu'on va entendre dans quelques instants, l'extrait des réflexions sur la guillotine, il y a chez Camus quelque chose qui relève d'une ambition de décrire les choses dans leur crudité, dans leur âpreté, non pas par complaisance morbide, mais tout simplement parce qu'en un sens, le rôle de l'écrivain est de nous rapprocher du réel. De nous rapprocher du réel pour qu'on n'en parle pas de manière abstraite, qu'on ne parle pas des opprimés, des malheureux de manière abstraite, mais qu'on ait par un travail d'empathie et pour l'écrivain par le travail de l'écriture, le contact le plus étroit possible avec cette souffrance humaine. Dans le texte en question, il faut dire quelques mots sur l'influence permanente chez Camus de Dostoïevski. Quand Camus a commencé à faire du théâtre, il avait 19 ans, au théâtre de l'Équipe. Il mettait déjà en scène du Dostoïevski. Camus est mort quand les acteurs des Possédés, qu'il avait adaptés et mis en scène, jouaient à Reims, je crois, au début de 1960. Dostoïevski a traversé la vie de Camus. C'est une référence constante. Et en l'occurrence, ce passage ici, quand il parle du scandale de la souffrance d'un enfant, renvoie à un passage des frères Karamazov, dans lequel, évidemment, aucune théodicée, aucune justification, aucune existence de Dieu, aucun calcul divin, aucun calcul du meilleur par le pire ne justifie la souffrance d'un enfant. Camus partage la révolte de Dostoïevski, mais là où Dostoïevski fait quand même le saut métaphysique de croire en Dieu, Camus refuse de faire ce saut. Donc, on reste devant le scandale. Camus serait Ivan. Oui. Et non pas Alyosha. Exactement. Parmi les frères Karamazov. Exactement. L'autre élément de ce texte, c'est le crucifié grotesque. La figure du Christ, dernier mot de ce texte, crucifié grotesque, ce qui est une expression d'autant plus douloureuse quand on songe à ce qu'il vient de décrire. La figure du Christ chez Camus est également une figure très présente. On pense notamment à un passage de L'Étranger dans lequel il me semble que c'est le procureur ou l'avocat général qui brandit le Christ et lui dit « Le connais-tu celui-là » Et d'ailleurs au moment où il montre le Christ à Meursault, il lui dit mais il se met à le tutoyer. Et quand Meursault lui dit qu'il n'y croit pas, le procureur lui dit mais de quel droit, ou le juge d'instruction lui dit mais pourquoi voulez-vous, il repasse au vouvoiement d'ailleurs, pourquoi voulez-vous que ma vie n'ait aucun sens la figure du Christ intervient fréquemment dans l'œuvre de Camus, et Meursault lui-même, d'ailleurs, dans L'Étranger, est une sorte de Christ, puisqu'il périt de ne dire que la vérité. Camus le dit lui-même, hein, c'est le Christ, le seul Christ que nous méritions. Meursault, il meurt pour la vérité. Mais la figure du Christ, effectivement, parle beaucoup à Camus. Camus ne croit pas du tout à la divinité du Christ ni à la résurrection, mais la figure humaine du Christ, figure de générosité et de victime innocente sacrifiée, lui parle énormément. Et je pense qu'ici, crucifié grotesque, il ne veut pas du tout tourner la figure du crucifié en dérision. Tout innocent sacrifié rejoint pour lui cette figure du Christ encore une fois comme homme. Mais je crois que c'est très très important. Alors, le Christ comme homme, dernière référence au Christ, c'est le passage des noces, puisque vous m'avez corrigé avant le début de cette conversation. On ne dit pas les noces, on dit noces. Donc il n'y a pas d'article défini au début de noces, c'est noces. Donc dans le passage de noces, dont on a parlé la dernière fois ici, ce même endroit, Camus parle du Christ de Piero della Francesca, qui au sortir du tombeau n'a pas un regard d'homme, mais un œil où se lit une détermination farouche à vivre. Et il parle non pas de résurrection, mais d'un retour dont il dit qu'il le ravit. Et effectivement, quand on voit le tableau du Christ ressuscitant de Piero della Francesca, il y a une étonnante neutralité dans le visage christique, une neutralité qui n'a rien de divin en un sens, mais qui renvoie à la pure humanité, une humanité presque surhumaine, une humanité où il n'y a même plus un regard d'homme, mais juste une détermination à vivre, malgré ce qu'on vient d'entendre, et qui est un spectacle auquel les hommes sont également confrontés. Ça me fait penser à une des dernières expressions du premier homme, enfin de ce que nous avons du premier homme, une pure passion de vivre affrontée à une mort totale. Une passion de vivre.
Oui, et il y a passion. Il y a passion. On va entendre un deuxième texte avec vous, Agnès Piquel. C'est notre camarade Georges Claes qui va le lire. C'est le début des réflexions sur la guillotine, où l'on retrouve justement l'idée dont on parlait tout à l'heure, la nécessité qu'il y a pour Camus à montrer ce qui est et à montrer qu'en face de l'horreur, les beaux discours doivent s'envoler. Peu avant la guerre de 1914, un assassin dont le crime était particulièrement révoltant, il avait massacré une famille de fermiers avec leurs enfants, fut condamné à mort en Alger. Il s'agissait d'un ouvrier agricole qui avait tué dans une sorte de délire du sang, mais avait aggravé son cas en volant ses victimes. L'affaire eut un grand retentissement. On estima généralement que la décapitation était une peine trop douce pour un pareil monstre. Telle fut, m'a-t-on dit, l'opinion de mon père, que le meurtre des enfants en particulier avait indigné. L'une des rares choses que je sache de lui, en tout cas, est qu'il voulut assister à l'exécution pour la première fois de sa vie. Il se leva dans la nuit pour se rendre sur les lieux du supplice à l'autre bout de la ville, au milieu d'un grand concours de peuple. Ce qu'il vit ce matin-là, il n'en dit rien à personne. Ma mère raconte seulement qu'il rentra en coup de vent, le visage bouleversé, refusa de parler, s'étendit un moment sur le lit et se mit tout à coup à vomir. Il venait de découvrir la réalité qui se cachait sous les grandes formules dont on la masquait. Au lieu de penser aux enfants massacrés, il ne pouvait plus penser qu'à ce corps pantelant qu'on venait de jeter sur une planche pour lui couper le cou. Il faut croire que cet acte rituel est bien horrible pour arriver à vaincre l'indignation d'un homme simple et droit, et pour qu'un châtiment qu'il estimait 100 fois mérité n'ait eu finalement d'autre effet que de lui retourner le cœur. La profondeur de ce texte, Agnès Piquel, tient paradoxalement à son caractère descriptif, comme si Camus atteignait le fond des choses par la grâce d'un style, d'une écriture dont on va cesser peut-être, si vous voulez, de se demander si elle est philosophique ou littéraire, puisque c'est un faux débat, au fond. Par la grâce d'un style qui s'en tient justement non pas à la surface, mais à la description d'une réalité qu'il s'agit de faire apparaître, et pour laquelle, pour la faire apparaître, il faut dissiper les grandes formules qui servent à la masquer. Parmi ces grandes formules, il y a également les professions de foi, généreuses d'ailleurs. Toute grande formule est employée en un sens à masquer une réalité que seul le scrupule de l'écrivain et son attention aux détails permet de révéler. On ne pense pas, quand on ne pense que par abstraction, on ne pense pas vraiment. C'est à partir du concret, on ne pense que par image. Écrit le tout jeune homme, il a 23 ans. Si tu veux être philosophe, écris des romans. Là, il raconte. Et c'est une écriture qui nous met, comme pour l'enfant, au plus près de ce qui se passe. Et à partir de là, on peut commencer à penser la peine de mort. Mais tant qu'on ne s'est pas mis face à sa réalité, on ne la pensera pas. Et donc le devoir du philosophe, c'est d'être écrivain et de dire la réalité pour qu'on puisse la penser. Mais que montre en l'occurrence la réalité? Et que montre-t-il en montrant la réalité? Sinon le fait, parce que dans ses réflexions sur la guillotine, Camus avance un argument très très fort contre la peine de mort. En un sens, Camus peut tout à fait comprendre qu'un père dont l'enfant est agressé, par exemple, tue celui qui l'agresse, mais que l'État prenne en charge cela n'est pas possible pour lui, n'est pas possible à ses yeux, pour une raison simple, c'est que la peine de mort, et c'est ce qu'il montre dans ce texte, est affaire de vengeance. Oui. Et qu'on légalise le meurtre en le pratiquant de cette manière, disons, rationnelle et légitimée par l'État. Mais je voudrais revenir à ce qui me paraît très important, qu'il dit là, et qui est redit dans Le Premier Homme. C'est une des rares choses que Camus sache de son père. Et pour Jacques Cormery, c'est la même chose. L'héritage paternel, c'est cela. Et je crois que c'est absolument capital, parce que ça part d'une réaction complètement instinctive de son père, et c'est ce que son père lui a transmis. Et c'est à partir de là, et dans les tout premiers textes, on a cela,
Hein. Qu'est-ce que c'est que la peine de mort? Et je pense que cet héritage est capital dans la manière que Camus a de se situer par rapport au réel, par rapport à la pensée et par rapport à l'écriture. Connaissez-vous Agnès Piquel? Est-ce que vous vous souvenez de la nouvelle de Mérimée, Matteo Falcone? Dans Matteo Falcone, et pour mémoire, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est une nouvelle admirable, comme les nouvelles corses de Mérimée qui sont sublimes. Matteo Falcone est un berger corse dont le fils garde la maison pendant que le père part à la chasse. Et de retour, le père apprend que le fils a, en échange d'une montre en argent, dénoncé un criminel qui était venu se cacher chez lui. Apprenant l'arrestation du criminel, Matteo Falcone se réjouit. Apprenant que le criminel a été arrêté parce que son fils l'a dénoncé, Matteo Falcone se cache le visage de honte. Le criminel crache avant d'être embarqué sur la porte de la maison en disant « c'est ici la maison d'un traître ». Et Matteo Falcone emmène son fils dans la forêt pour le tuer. Intuitivement, je me dis que Camus avait, ou alors peut-être l'avait-il en tête, mais qu'en tout état de cause, Camus dit ici quelque chose, un paradoxe qui est de même nature. Après tout, le criminel en question est infréquentable. Il est impossible, il est injustifiable. On parle ici d'un délire du sang, qui en plus, celui qui délire, a en plus aggravé son cas en volant ses victimes. Donc voilà quelqu'un dont il est incontestable qu'on peut se réjouir qu'il soit arrêté, qu'il soit sous les verrous, qu'il soit empêché de nuire. Mais il y a un seuil à ne pas franchir entre cela et le passage à l'acte. L'opposition à la peine de mort n'est absolument pas conditionnée par l'horreur ou non de l'acte. C'est la peine de mort est horrible, la peine de mort c'est le contraire. Ça sape les fondements d'une société et philosophiquement, la peine de mort n'aurait pu se justifier que dans une société où il y aurait une justice divine. Mais si l'on ne croit pas en Dieu, on doit refuser la peine de mort parce qu'il ne peut pas y avoir de rétribution divine qui vienne corriger les erreurs humaines. Donc il y a à tous les niveaux cette opposition, et cette opposition à la peine de mort, qui ne dépend, encore une fois, absolument pas de l'acte, aussi horrible fut-il. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même chez Camus, constamment malgré tout, et c'est l'un des éléments de sa grandeur, de l'amplitude de ce qu'il dit, de l'ampleur de ce qu'il raconte, est-ce qu'il n'y a pas chez Camus aussi la nostalgie, en un sens, d'une justice divine? Dans Noce, il dit, j'ai bien dit Noce, dans Noce, il dit même si je la souhaite, qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doivent pas pourrir, même si je la souhaite. Est-ce qu'il n'y a pas chez Camus, et dans L'étranger, ce Christ, le Christ que nous méritons, est un homme qui dit la vérité, un homme qui est condamné à mort, enfermé dans une étiquette, prisonnier de l'image que les gens se font de lui, un homme qu'on condamne à mort finalement parce que, au fond, il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère, ce qui prouve qu'il a mauvais cœur, et donc l'opinion publique le lynche à cet égard. Mais cet homme qui est condamné à mort, cette figure christique qui est condamnée à mort, est une figure qui ressemble à Antigone aussi. Meursault est quelqu'un qui, tranquillement, sereinement, en un sens, ne transige pas avec l'exigence de vérité qui est incompatible avec les sociétés humaines. Est-ce que Meursault ne témoigne pas aussi chez Camus d'une forme de nostalgie, justement, de cette justice divine dont parle Camus? Alors, il y a une nostalgie chez Camus, peut-être pas seulement de la justice divine, mais de quelque chose. Il envie les chrétiens, mais en même temps, il dit « je n'entre pas dans leur foi ». Il y a une nostalgie d'un monde où il y aurait l'innocence et la grâce possible. Or, non, il y a la chute, on y viendra. Et cette nostalgie ne l'a jamais amené à faire le pari pascalien « je parie pour Dieu », jamais. Vous avez dit la chute, Agnès Piquel. Eh bien, on va y venir, justement, après tout, puisqu'on va où on veut. Absolument. Voilà, et dans le désordre, l'objet, évidemment, de tout cela étant de vous donner à entendre des textes admirables de Camus, tout en précisant, d'ailleurs, que ce ne sont pas les plus beaux à dessein, d'ailleurs. Il y a encore mieux que cela, mais ça, on vous laisse le soin de le découvrir en le lisant. On va entendre un passage de la chute, justement un passage cardinal de la chute, qui est le moment de la chute elle-même, c'est-à-dire la chute dans la chute, le moment où cet autre personnage camusien, cet anti-héros du seul roman non solaire de Camus, d'un roman brumeux, pluvieux de Camus, d'un roman un peu déprimant aussi de Camus, il faut
bien le dire, où le personnage Jean-Baptiste Clamence, dont le nom rappelle la voix qui crie dans le désert, la Vox Clamans in Deserto, et donc Jean-Baptiste Clamence raconte dans ce monologue le moment où, avec la chute à laquelle il assiste sans vouloir y assister, eh bien c'est toute sa vie qui bascule. Pour que la statue soit nue, les beaux discours doivent s'envoler. Voici. Cette nuit-là, en novembre, 2 ou 3 ans avant le soir où je crus entendre rire dans mon dos, je regagnais la rive gauche et mon domicile par le pont Royal. Il était 1h après minuit. Une petite pluie tombait, une bruine plutôt, qui dispersait les rares passants. Je venais de quitter une amie qui sûrement dormait déjà. J'étais heureux de cette marche, un peu engourdi, le corps calmé, irrigué par un sang doux comme la pluie qui tombait. Sur le pont, je passais derrière une forme penchée sur le parapet et qui semblait regarder le fleuve. De plus près, je distinguais une mince jeune femme habillée de noir. Entre les cheveux sombres et le col du manteau, on voyait seulement une nuque fraîche et mouillée à laquelle je fus sensible. Mais je poursuivis ma route après une hésitation. Au bout du pont, je pris les quais en direction de Saint-Michel, où je demeurais. J'avais déjà parcouru une 50aine de mètres à peu près lorsque j'entendis le bruit qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne d'un corps qui s'abat sur l'eau. Je m'arrêtai net, mais sans me retourner. Presque aussitôt, j'entendis un cri, plusieurs fois répété, qui descendait, lui aussi, le fleuve, puis s'éteignait brusquement. Le silence qui suivit dans la nuit soudain figée me parut interminable. Je voulus courir et je ne bougeais pas. Je tremblais, je crois, de froid et de saisissement. Je me disais qu'il fallait faire vite et je sentais une faiblesse irrésistible envahir mon corps. J'ai oublié ce que j'ai pensé alors. Trop tard, trop loin ou quelque chose de ce genre. J'écoutais toujours, immobile. Puis, à petits pas, sous la pluie, je m'éloignais. Je ne prévins personne. Agnès Pickel, La Chute raconte l'histoire d'un homme qui, d'avocat, devient juge pénitent. Oui. Il faudrait revenir d'ailleurs sur cet oxymore, oui. De juge pénitent, ce que c'est qu'un juge pénitent. Et dans le texte que Georges Claes vient de lire, le contraste entre cet homme qui jusqu'ici vivait dans la bonne conscience, il faut préciser que c'est un avocat, mais c'est pas un avocat d'affaires, c'est un homme qui défend la veuve et l'orphelin, c'est un homme qui passe sa journée à se donner bonne conscience, du moins le dit-il, et c'est un homme qui non seulement se donne bonne conscience, mais par ailleurs gagne confortablement sa vie, vit heureux, fume cigarette sur cigarette, il appelle ça les cigarettes de la satisfaction. En l'occurrence, il est en pleine cigarette de la satisfaction, il a le sang doux, comme le dit Camus avec délicatesse. Voilà donc un homme satisfait, content, satisfait de lui-même et qui soudain, il y a 2 épisodes dans La Chute qui consacrent cette fracture et qui soudain, littéralement, pour son malheur et peut-être pour sa joie en même temps, il faudrait comprendre cela, découvre en un sens l'existence d'autrui, l'altérité. Et en même temps la culpabilité. Je ne prévins personne. La faille est dans cette satisfaction de soi que vous avez dite, et cette faille va prendre la forme du rire qui va le poursuivre. Parce que il va, j'allais dire, à reculons. Il faut revenir sur le rire, l'épisode du rire, oui. Puisqu'il n'est pas là. Voilà. Mais c'est dit au début, c'est un peu avant que je n'entende ce rire, 2 mois avant. C'est-à-dire que Clamence, dans cette espèce de confession qu'il fait à on ne sait à qui, va en remontant. Il remonte de ce rire à la cause du rire. Et petit à petit, on entre dans ce qui a fait sa culpabilité profonde et qui a fissuré complètement le bel édifice et qui l'a amené à tout arrêter de cette carrière que vous rappeliez et à partir dans les brumes d'Amsterdam et à y devenir juge pénitent, c'est-à-dire celui qui s'accuse, qui reconnaît sa culpabilité
pénitent, mais pour mieux juger les autres et mieux se faire l'accusateur des autres. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas du tout une question de repentir. C'est que plus il réfléchit, plus il se dit que la culpabilité est irrémédiable. Si on peut se dire, il faudrait qu'il y ait une autre fois la même chose qui se passe, parce que l'autre fois, eh bien non. L'autre fois, je dirais encore, trop tard, ou bien l'eau est trop froide, ou bien c'est trop loin. Il n'y a pas de possibilité de se sortir de la culpabilité. Alors, plus que déprimant, je dirais que c'est un livre de l'irrémédiable. Et comment dire, sa lecture n'en est pas déprimante parce que le ton est presque constamment ironique, sauf par moments cette douleur dont Camus parle, qui est aussi la douleur de celui qui se sait définitivement coupable, et c'est peut-être tout homme qui découvre ça, cet univers sans la grâce. On est en plein tragique. Clamence, qui plus est, dans La Chute, met en place quelque chose d'extrêmement précieux, c'est-à-dire la difficulté. Une difficulté proprement camusienne, justement, la double difficulté, au fond, celle à la fois de choisir le bonheur, malgré les douleurs qui nous entourent, et celle, en revanche, de dormir du sommeil du juste, non pas le sommeil du juste au sens où on l'entend ordinairement, mais au sens où Romain Gary l'entend, par exemple, à savoir que le juste est celui qui ne dort pas, oui. Qui est constamment sollicité par les douleurs qu'il entend ou qu'il imagine. Mais je crois que ce que vous aviez dit au tout début de Clamence est le plus juste. C'est vraiment la bonne conscience, avec cette espèce d'orgueil de la générosité. Je suis un type bien. Il se regarde sans arrêt dans cette glace, et c'est ça, cette glace qui lui renvoie un reflet qui lui fait plaisir, cette glace qui est cassée par cette chute, la chute de ce corps dans l'eau et sa chute à lui, irrémédiable, avec tout le sens aussi biblique, hein, la chute de l'être humain, la chute de la Genèse. La catastrophe. La catastrophe. La catastrophe. Il y a plus de points communs qu'on ne le dit entre Sartre et Camus. Et l'objet d'ailleurs de ces rencontres ici à la Bibliothèque nationale est aussi de manifester ces points communs. On en parlera le mois prochain, oui, quand on consacrera une heure à la relation Sartre-Camus. Sartre qui d'ailleurs reprendra l'expression de scandale pour qualifier la mort de Camus. Scandale qui est le mot que Camus emploie pour désigner la souffrance de l'enfant. Mais il y a plus de points communs qu'on ne dit entre Sartre et Camus. La présence absente d'un père, hein, Jean-Baptiste Sartre, mort quand Sartre avait 15 mois, un peu comme Camus. Hein. Sartre, dans les mots, dit « je n'ai pas de surmoi ». Camus, dans Le Premier Homme, c'est un texte qu'on lira le mois prochain, raconte la mort d'un personnage qu'il appelle Henri, qui est donc le père du héros du Premier Homme. Mais ici, il y a un autre point commun très fort, très puissant et très prégnant chez Camus comme chez Sartre, c'est finalement la figure du salaud. Le salaud, c'est pas le gros méchant. Le salaud, c'est le satisfait. C'est le content de lui. C'est l'homme qui se contemple, qui se contente de se contempler dans la glace et qui d'ailleurs peut bien agir, à la limite, peu importe. Ça n'est pas ici précisément l'enjeu. L'enjeu est la nature du rapport que l'on entretient à l'acte que l'on commet ou que l'on accomplit. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Ils étaient vraiment brouillés au moment de la parution de La Chute. Sartre a admiré La Chute. Il a tout de suite compris que c'était un très grand livre, même si dedans, les sartriens, les intellectuels, disons, de gauche, étaient aussi visés, mais Camus se visait également. Et là, Sartre a très très bien compris ce qui se passait dans ce livre. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans La Chute, Jean-Baptiste Clamence parle de lui-même en disant « je suis frivole ». Or, frivole est l'adjectif qui revient le plus fréquemment sous la plume de Francis Janson, qui était le porte-flingue de Sartre au moment de la parution de L'Homme révolté, et qui avait dit de Camus « au fond, Camus, vous êtes frivole ». Et Camus avait en un sens, par la voix désertique ou désertante de Clamence, repris à son compte l'épithète, enfin l'adjectif de Janson pour le qualifier. Il s'était attribué lui-même le caractère de frivolité. En tout cas, une frivolité qui ne résiste pas non plus à l'épreuve de la catastrophe qu'il décrit. Vous avez évoqué les Sartriens, on va en parler un tout petit peu, comme un avant-goût de ce qu'on dira le mois prochain.
à la faveur de l'homme révolté, d'un extrait de l'homme révolté. Il s'agit ici de comprendre précisément en quoi les Sartriens pouvaient se sentir visés, l'idolâtrie de l'histoire telle qu'elle faisait l'objet des attaques de Camus dans l'homme révolté. Camus savait, en faisant paraître l'homme révolté en 1951, que le lendemain, bien des mandarins de l'époque, déguisés d'ailleurs en marginaux ou en iconoclastes, alors qu'en réalité ils régnaient sur le climat intellectuel du pays au début des années 50, dans ces années de plomb, Camus savait que peu de gens lui serreraient la main au lendemain de la parution de ce texte, dans lequel il explique, et c'est un paradoxe qu'on va évoquer ensemble, que la mesure n'est pas le contraire de la révolte. Écoutez. La mesure n'est pas le contraire de la révolte. C'est la révolte qui est la mesure, qui l'ordonne, la défend et la recrée à travers l'histoire et ses désordres. L'origine même de cette valeur nous garantit qu'elle ne peut être que déchirée. La mesure née de la révolte ne peut se vivre que par la révolte. Elle est un conflit constant, perpétuellement suscité et maîtrisé par l'intelligence. Elle ne triomphe ni de l'impossible ni de l'abîme. Elle s'équilibre à eux. Quoi que nous fassions, la démesure gardera toujours sa place dans le cœur de l'homme à l'endroit de la solitude. Nous portons tous en nous nos bagnes, nos crimes et nos ravages. Mais notre tâche n'est pas de les déchaîner à travers le monde, elle est de les combattre en nous-mêmes et dans les autres. La révolte, la séculaire volonté de ne pas subir dont parlait Barrès, aujourd'hui encore, est au principe de ce combat. Mère des formes, source de vraie vie, elle nous tient toujours debout dans le mouvement informe et furieux de l'histoire. La révolte est mère des formes. La révolte est productrice de formes. La révolte camusienne est presque apollinienne, est plus que dionysiaque. Elle produit de la dignité. J'ai presque envie de vous demander si, chez Camus, le terme de mesure n'est pas le synonyme de la dignité, en un sens. Dans le chapitre extraordinaire qui termine L'homme révolté, la pensée de midi, Camus tient bon sur ce paradoxe selon lequel la plus haute exigence éthique se trouve dans la mesure et non pas dans le confort de la démesure qui sert d'alibi aux nouveaux tyrans ou aux petits bourgeois qui se flattent d'être révolutionnaires et qui, à cet égard, comme le Clamence du début de la chute, se donne bonne conscience. Tellement de choses entre ce que vous venez de dire et le texte que je ne sais pas par où commencer. Allez-y, commencez par la fin. Non, la mesure et la dignité, oui. La démesure devient toujours meurtrière. Et si on veut respecter la dignité de l'homme, il faut la mesure. Il n'y a un domaine, une chose qui supporte la démesure, c'est aimer. Je comprends ici ce qu'on appelle gloire, le droit d'aimer sans mesure. Ça, c'est dans Nos. C'est dans Nos, oui. Mais pour tout le reste, il faut la mesure. Or, les révolutions pervertissent, trahissent la révolte initiale qui leur a donné naissance parce qu'elles quittent la mesure. Elles se donnent des absolus. Et au nom de ces absolus, elles justifient le meurtre de masse. Et donc, toute révolution se retourne en son contraire et trahit la révolte initiale parce qu'elle tombe dans la démesure. Alors le seul moyen de la mesure, c'est de garder cette tension toujours, pas le juste milieu, mais la tension entre des contraires et ne pas s'installer dans le confort. Je choisis mon camp et à partir de là tout est simple. La pensée de midi, c'est la pensée de la tension extrême à laquelle il faut rester entre des pôles opposés, parce que des deux côtés de ces pôles, dans les extrêmes, on tue. Alors, on a voulu dire que c'était du juste milieu, non. C'est le refus d'une démesure qui devient meurtrière. Alors, évidemment, les intellectuels de gauche ne pouvaient pas accepter cette pensée dans les années 50, où ils étaient encore d'ardents défenseurs de la révolution bolchevique. Camus condamne le totalitarisme chez Franco et chez Staline. Et là, c'était le crime inexpiable pour des intellectuels de gauche en pleine guerre froide. Tiens, on va entendre un nouveau texte de l'homme révolté. Georges Claes, qui est capable de tout, va improviser une lecture. La révolte prouve par là qu'elle est le mouvement même de la vie et qu'on ne peut la nier sans renoncer à vivre.
Son cri le plus pur, à chaque fois, fait se lever un être. Elle est donc amour et fécondité, ou elle n'est rien. La révolution sans honneur, la révolution du calcul, qui, préférant un homme abstrait à l'homme de chair, nie l'être autant de fois qu'il est nécessaire, met justement le ressentiment à la place de l'amour. Aussitôt que la révolte, oublieuse de ses généreuses origines, se laisse contaminer par le ressentiment, elle nie la vie, court à la destruction et fait se lever la cohorte ricanante de ces petits rebelles, graines d'esclaves, qui finissent par s'offrir aujourd'hui sur tous les marchés d'Europe à n'importe quelle servitude. Elle n'est plus révolte ni révolution, mais rancune et tyrannie. Alors, quand la révolution, au nom de la puissance et de l'histoire, devient cette mécanique meurtrière et démesurée, une nouvelle révolte devient sacrée, au nom de la mesure et de la vie. Nous sommes à cette extrémité. Au bout de ces ténèbres, une lumière pourtant est inévitable que nous devinons déjà et dont nous avons seulement à lutter pour qu'elle soit. Par-delà le nihilisme, nous tous, parmi les ruines, préparons une renaissance. Mais peu le savent. Peu le savent. On retrouve ici ce caractère, cette dénonciation chez Camus de l'abstraction, de l'homme abstrait, ce refus de l'abstraction chez Camus qui témoigne du fait chez lui que cette passion qu'il a de la réalité dans son ambivalence, non pas une ambivalence métaphysique où il s'agirait d'osciller entre le sensible ou l'intelligible, non, la réalité dans son ambivalence dans la mesure où elle est aussi âpre que propice à la joie et au plaisir. Donc cette façon qu'il a d'assumer la réalité dans toute son ambivalence, dans sa totalité, fait de lui non pas le penseur du compromis, comme on a pu le voir souvent, et d'ailleurs permet d'ailleurs de penser une sorte de social-démocratie à laquelle finalement par défaut il finissait par adhérer non pas sur le mode du compromis, mais au contraire, le penseur de la plus haute exigence qui est d'embrasser tous les pans de la réalité. En somme, la réalité n'est pas un compromis, on ne se compromet pas avec la réalité, mais la réalité, nous sommes d'être exigeants et de ne jamais céder à la mort un pouce de terrain, et la mort la mort qui peut prendre la forme des idéologies mortifères, ou par amour d'un homme abstrait, on en vient à tuer des hommes réels. C'est toute la pièce des justes, mais sur cette idée qu'on ne peut pas choisir, on n'a pas à dire je prends. Si, on doit choisir, mais je reviens à l'envers et l'endroit. Le premier texte qu'il publie, l'envers et l'endroit sont indissociables. Et il a cette phrase que je trouve admirable: il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. On doit, il y a les deux ensemble, toujours comme le recto et le verso d'une feuille. C'est indissociable. Et l'extraordinaire force de Camus, c'est d'avoir voulu toujours regarder les deux. Et je crois que du coup, il nous amène, il nous met devant cette haute exigence. Il ne cesse jamais, tous les textes de Camus où il parle de joie et de plaisir sont non pas par masochisme, mais au contraire, justement par amour de la réalité et parfois malgré elle, sont toujours teintés de leur envers. Chaque figure solaire, comme cette photo d'ailleurs, qui est exemplaire de Camus, qui est une photo où l'ombre. Mais oui, il est suivi par son ombre. Son ombre le suit comme son ombre, justement, et n'est pas séparable de lui. La conception que Camus se fait de la réalité est en un sens si réaliste, et je mets ce mot ici entre guillemets, qu'il n'en exclut rien. Dans une lettre qu'il envoie à René Char, il dit un moment, René Char qui était donc son ami, un ami si précieux d'ailleurs qu'il le vouvoyait et qu'il se voyait peu, dans une lettre qu'il envoie à René Char, il dit « Vous allez plus loin que les autres, n'ayant rien exclu ». Voilà, ne rien exclure, oui. Camus et Char. Juste un instant sur Camus et Char. La pensée de midi, la fin de l'homme révolté, le chapitre final, est non seulement un chapitre où il est question donc de cette difficulté éthique, de cette difficulté philosophique également, de cette façon qu'il a justement, parce qu'il ne pense pas par concept, mais parce qu'il pense également par image, cette aptitude prodigieuse, ce talent qu'il a de faire valoir une exigence éthique avec des mots qui sont
malgré toute la pesanteur des mots, toute la pesanteur conceptuelle des mots, le styliste insensé qu'est Camus est capable de faire valoir justement quelque chose d'infiniment subtil et qui pourtant correspond justement à la réalité. Tout ce chapitre sur la pensée de midi est un hommage à René Char, à la poésie solaire de René Char. Et je voudrais vous parler de la postérité du soleil. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. C'est un projet que René Char et Camus ont eu ensemble à partir de photos prises en Provence. Char dit à Camus, c'est toi qui écris. Et Camus écrit des très courts textes qui sont des poèmes en prose, j'allais dire, qui quelquefois nous font penser souvent même à la poésie de Char. Le livre n'est pas publié du vivant de Camus, il a été publié après. Il vient d'être réédité par Gallimard. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais ce que je pensais tout à l'heure, c'est à propos de l'envers et l'endroit. Plus je me sens vivant et heureux dans mon corps, plus je sais que je vais mourir. Parce que c'est ce même corps qui va mourir. Et ça ne détruit pas le bonheur, au contraire. Vie et mort, intimement liés. Et ça, c'est dans Char aussi, évidemment. C'est dans Char, c'est dans Camus en permanence. Depuis les titres de ses œuvres jusqu'à chacune de ses pages. Il y a notamment une œuvre d'ailleurs inachevée, inaboutie, prélude à l'étranger. D'ailleurs, à une lettre près, les deux personnages portent le même nom, c'est Meursault et Meursault. Meursault, c'est le personnage de la mort heureuse. Oxymore proprement camusien en l'occurrence. On va entendre, tiens justement, un extrait de la mort heureuse dans lequel on trouve l'esquisse, et c'est en cela d'ailleurs que je pouvais vous dire que les textes que nous lisons ne sont pas les plus beaux, mais vous avez ici l'esquisse de quelque chose. Alors quand on parle d'une esquisse, on peut dire que c'est un brouillon, on peut aussi dire que c'est l'essentiel du dessin abouti. Je vous en laisse juge et non pas pénitent. La mort heureuse. Hier après dîner, il s'était promené sur les quais avec elle. À un moment, il s'était arrêté contre la rampe des boulevards et Lucienne avait glissé contre Meursault. Dans la nuit, il sentit sous ses doigts les pommettes glacées et saillantes et les lèvres chaudes d'une tiédeur où le doigt enfonçait. Alors ce fut en lui comme un grand cri désintéressé et ardent. Devant la nuit, chargée d'étoiles à craquer, et la ville, comme un ciel renversé, gonflé des lumières humaines sous le souffle chaud et profond qui montait du port vers son visage, lui venait la soif de cette source tiède, la volonté sans frein de saisir sur ses lèvres vivantes tout le sens de ce monde inhumain et endormi comme un silence enfermé dans sa bouche. Il se pencha et ce fut comme s'il posait ses lèvres sur un oiseau. Lucienne gémit. Il mordit dans ses lèvres et, durant des secondes, bouche contre bouche, aspira cette tiédeur qui le transportait comme s'il serrait le monde dans ses bras. Elle, cependant, s'accrochait à lui comme noyée, surgissait par élan de ce grand trou profond où elle était jetée, repoussait alors ses lèvres qu'elle attiraient ensuite, retombant alors dans les eaux glacées et noires qui la brûlaient comme un peuple de Dieu. Oui, c'est beau quand même, hein. C'est quand même magnifique. Ici, ce qui est très frappant, c'est le monde inhumain et endormi. C'est sur fond d'un monde inhumain, d'une inhumanité dont Camus d'ailleurs tire le sentiment, dont il a le sentiment ou le pressentiment, à la fois par le silence de sa mère, quand il explique que toute la sensibilité d'un écrivain lui vient de sa mère, je cite la phrase de mémoire ici, vous allez me corriger peut-être, et également vraisemblablement de la lecture de Nietzsche, qui est le penseur par excellence de l'inhumanité du monde. Nietzsche enseigne à ses lecteurs, Spinoza avant lui, mais Nietzsche surtout, enseigne à ses lecteurs comment dépouiller le monde des idoles dont nous l'avons recouvert pour supporter d'y vivre. L'inhumanité du monde, c'est le fait que le monde, dit-il, n'est pas là pour nous faire plaisir. L'inhumanité, ça n'est pas ici la monstruosité, c'est le caractère non humain du monde. C'est le fait qu'il faut s'arranger. Il faut s'accommoder d'un monde qui se moque que nous y vivions, que nous y soyons heureux, ou bien que nous mourions. Oui, mais j'allais dire le progrès de la mort heureuse à l'étranger. Camus écrit la mort heureuse entre 34 et 36, il l'arrête, alors que ça vient d'être publié, alors que le roman est écrit.
comme s'il sentait, c'est pas comme s'il a senti que ce n'était pas ça, et il écrit l'étranger. Et un certain nombre de pages passent de la mort heureuse à l'étranger. Mais il y a un travail du style tout à fait extraordinaire, dans le sens, j'allais dire, d'une épuration, d'une plus grande intensité. Et sur le monde qui est inhumain là, vous connaissez la dernière page de l'étranger, pour la première fois, je m'ouvrais à la tendre indifférence du monde. L'inhumanité du monde devient une tendre indifférence. Ce n'est pas que le monde soit fait pour nous, mais il y a de le sentir si pareil à moi, si fraternel enfin. J'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. L'indifférence du monde a quelque chose de tendre parce qu'elle nous dit quelque chose sur nous. Je crois que la mort heureuse, c'est capital pour comprendre comment Camus devient le romancier qui a été capable d'écrire l'étranger. Donc je crois qu'il faut le lire, mais on voit aussi tout ce qu'il a appris en écrivant La mort heureuse et qui a donné l'étranger. Et vous avez entendu, La mort heureuse est écrite à la 3e personne, l'étranger va être écrit à la 1re personne. C'est un geste absolument capital. Exactement comme Proust, quand il passe de Jean Santeuil à la recherche du temps perdu, longtemps, je me suis levé de bonne heure. Aujourd'hui, maman est morte. Écrire à la 1re personne, ça change absolument tout. Et ça, Camus l'a compris en écrivant La mort heureuse. Et je trouve qu'il y a là un courage de l'écriture. Il s'affronte aux mêmes problèmes, mais il va beaucoup plus loin, en particulier dans la thématique du condamné à mort. Meursault meurt de tuberculose, il n'est pas condamné à mort, il est condamné par la maladie, et il cherche comment mourir heureux. C'est cela, la mort heureuse. Il est certainement plus intellectuel, plus cérébral, tout en étant extrêmement sensuel que Meursault. Meursault ne se pose pas de questions, mais il meurt heureux. J'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais toujours. Alors je crois que c'est tout à fait fascinant de lire La mort heureuse et ensuite de relire L'étranger pour voir ce qui se passe en 2 ans. Et Camus, 36, il a 23 ans. À 23 ans, il arrête, il laisse ce roman-là en se disant que c'est pas ça. C'est pas réussi. Et il écrit L'étranger. Je veux dire, un aussi jeune homme qui est capable de ranger ce roman-là et de dire non, je reprends tout à zéro. Chapeau. Merci Agnès Piquel, c'était passionnant de vous entendre. Ainsi s'achève la première partie des Nouveaux Chemins qui continue tout de suite avec le journal des Nouveaux Chemins et la suite d'une conversation entre Adèle Van Rett et David Camus sur Albert Camus évidemment. Bonjour Adèle. David Camus, on se retrouve aujourd'hui, on continue notre série d'entretiens à la suite donc, de la semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent à Albert Camus. On discutait hier, on était parti du thème de la filiation et vous racontiez en quel sens votre propre existence de romancier était influencée et peut-être imposée par la présence du travail d'Albert Camus, mais également par sa personne, qui était finalement beaucoup plus vivante qu'on ne pouvait penser. Et ça nous conduit à un deuxième thème dont on avait décidé de parler même auparavant en préparant ces entretiens, qui était le thème de la mort. Et vous aviez décidé d'en parler sans doute pour plusieurs raisons, et en tout cas il y a une bonne entrée en matière, si je puis dire, sur ce thème, c'est la question du Panthéon qu'on a beaucoup évoqué, puisqu'il a été question, je le rappelle, qu'Albert Camus soit enterré au Panthéon, et tout le monde a pris position pour ou contre le fait de déplacer finalement le corps d'Albert Camus au Panthéon. On m'a approché à ce sujet. Il m'a semblé que je n'avais pas, moi, le droit de parler là-dessus. C'est pas que j'avais pas mon avis, c'est pas ça, mais c'est que je ne voulais pas, en tout cas au moment où ça s'est passé, c'est-à-dire, je crois que c'était novembre-décembre, en gros. Janvier, oui, c'est ça. Janvier. Il m'a semblé que les principaux concernés, c'était mon père et ma tante, et que si quelqu'un dans la famille avait à s'exprimer à ce sujet, c'était d'abord et uniquement à eux de le faire. Les enfants, donc, d'Albert Camus. Oui, les enfants. Ouais. Parce qu'il est bien évident que, encore une fois, je ne dis pas que je n'ai pas d'avis sur la question, c'est pas ça, mais c'est un problème familial pour nous. D'abord et avant tout. Je n'ai pas, moi, voulu le considérer sous un autre angle. Il s'agit d'abord, pour mon père, pour ma tante, de savoir s'il est sage, opportun, de déplacer la dépouille, le corps de leur père, qui est mort de manière brutale, je le rappelle, quand ils avaient 14 ans. Ça a été très douloureux pour la famille. Ça a été très très mal vécu.
Et encore là, je dis vécu, le terme n'est pas forcément approprié, c'était de nouveau le rappel de la mort. On s'est retrouvés tous replongés en janvier 60, quand il meurt et qu'il faut l'enterrer. Hein, il faut l'enterrer à nouveau. Il vient de nouveau de mourir, il faut l'enterrer à nouveau. C'est ça qui s'est passé. Je ne sais pas après, bon, c'était évidemment pas la volonté ni le souhait du président Sarkozy. Mais c'est comme ça que la famille a vécu la chose, et donc elle n'a pas été vécue de manière sereine. Oui, vous dites qu'il fallait l'enterrer à nouveau, alors que c'est ce qu'on disait hier, alors qu'il est finalement toujours aussi vivant, voire plus vivant qu'avant. On en revient à cette présence, cette persistance de la vie par-delà la mort à travers l'œuvre. Ça c'est le propre d'un écrivain qui a atteint une certaine réussite, dont l'œuvre, en tout cas, c'est son œuvre qui est vivante, lui à travers son œuvre. Je parle, moi, de ma difficulté à me positionner vis-à-vis de lui en tant qu'écrivain. Mais c'est pas simplement lié au fait que j'ai son nom. Je crois qu'il est très présent pour beaucoup d'auteurs, qu'ils aient le nom ou pas, des auteurs français ou des auteurs étrangers. Hein. Je pense que Grand-Père a influencé énormément de personnes et que dans le courant de pensée du XXe siècle, il est normal de se poser la question de savoir comment on prolonge ou non d'ailleurs ce courant qu'il a malgré tout assez bien représenté. Mais j'ai le sentiment, enfin pour en revenir à sa présence et tout ça, au thème de la filiation, qu'on me demande à moi des comptes là-dessus qu'on ne demanderait pas à d'autres. Comme s'il fallait effectivement que, pour que le petit-fils d'Albert Camus puisse publier un livre, alors il faut qu'il écrive un livre qui soit peut-être au moins aussi bon que ce que son grand-père aurait pu faire. Je reviens toujours c'est toujours une phrase qui m'avait beaucoup frappé, une phrase de Georges Bernard Shaw dans une lettre à Hélène Terry. Il dit ceci, il dit « Vous souvenez-vous, avez-vous du moins entendu parler de l'obscurité où vécut le fils de Mozart, homme aimable, adroit musicien, excellent interprète, mais irrémédiablement étouffé par la gloire de son propre père, qui pouvait répondre en effet à ce qu'on attendait du fils de Mozart. Mozart lui-même n'aurait pas pu. » Ça résonne en moi, ça fait des années. Hein. Ça me semble très juste. Je crois que c'est quelque chose d'impossible. Alors après, toute la question... Qu'est-ce qui est impossible ? Répondre à ce qu'on attend du fils de Mozart. Ou du petit-fils d'Albert Camus. Je ne le sais pas moi-même. Je ne sais pas s'il y a de réponse à ça. Je ne suis même pas sûr qu'il faille répondre d'ailleurs. C'est vrai que je me mets en position d'avoir à répondre dans la mesure où je garde le nom. Ce qui est quand même curieux de dire je garde le nom. Pourquoi je ne le garderais pas, a priori ? C'est quand même... La plupart des écrivains gardent leur nom. Donc moi je garde le nom. Vous voulez dire que vous auriez pu écrire sous un pseudonyme, choisir un nom de plume. Mais oui, non, mais j'arrête pas de me poser la question, et ça fait 30 ans que je me la pose. Je peux en trouver des milliers, tout sonne faux. Et à partir du moment où j'ai décidé de publier un roman et d'affronter un peu tout ça, tous ces fantômes, je les fais entièrement. Enfin, j'ai pas décidé de le faire à moitié. J'affronte le roman, la littérature, je m'expose et je m'expose en entier. Donc avec mon nom. Maintenant, est-ce que c'était la meilleure des choses à faire ? Est-ce que c'était une bonne idée ? Franchement, je ne sais pas. En même temps, vous écrivez des romans qui appartiennent à un registre qui est complètement différent. Oui. Ce sont des romans qui se passent au Moyen-Âge ? Oui, ça se passe à l'époque des croisades. Ce sont des romans d'aventure. C'est un peu dans la lignée de ce que faisait Stevenson ou Walter Scott. Voilà, là, on est quand même très loin des livres d'Albert Camus. Oui, c'est vrai. Même si le hasard a voulu que, je ne sais plus quand, il y a 2 ans, on nous a envoyé un questionnaire auquel Grand-Père avait répondu il y a des années de ça, c'est assez marrant, où un journaliste ou un critique littéraire, je ne sais plus, lui avait demandé quel type de roman vouliez-vous écrire, et il avait répondu des romans d'aventure. Mais ça m'étonne qu'à moitié, parce que y a une chose qui est frappante. Je parlais de l'imagination hier, les qualités d'imagination qu'on a dans ces livres, que je retrouve dans La Chute, que je retrouve dans L'étranger, que je retrouve dans La Peste. Et c'est très visuel, toujours. Ça me surprend qu'à moitié, c'est une façon de mettre l'homme et les idées en scène, si vous voulez. On parle d'aventure, on a tout de suite l'idée de distraction, mais pour moi, ça n'est pas qu'une distraction. Enfin, ça l'est aussi, évidemment, et heureusement. Mais c'est une façon de mettre en scène des hommes face aux idées.
Voilà, merci à tous. Les Nouveaux Chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez cette émission sur notre site internet comme toutes les autres. Vous pouvez télécharger toutes les émissions de la semaine, écouter en ligne toutes les émissions du mois. Retrouvez aussi une bibliographie assez complète sur Albert Camus. Et enfin, nous retrouver demain de 10h à 11h. Demain, c'est en compagnie de Bernard-Henri Lévy qu'on continuera cette semaine sur Albert Camus, le Sartrien Bernard-Henri Lévy qui reviendra sur la guerre et la paix entre Sartre et Albert Camus. – 10h59 sur France Culture, dans un instant, question d'époque.